Ces vents sont principalement dus aux variations de la pression atmosphérique. Nous savons qu'une pression, c'est une force qui s'exerce sur une surface. La pression atmosphérique est la pression engendrée par le poids de la colonne d'air située au-dessus d'une surface considérée. Cette pression s'exerce en tout point de l'atmosphère et dans toutes les directions. Elle est exprimée en pascal ou dans d'autres unités comme le bar, le millimètre de mercure ou même l'atmosphère. Étant donné sa définition, il apparaît tout de suite que plus on s'élève, moins la pression est importante. À altitude constante, la pression atmosphérique n'est pas pour autant homogène. Et même, en un point donné, elle pourra varier selon l'heure, l'ensoleillement, etc. Il existe ainsi des zones de haute pression et des zones de basse pression. Tout naturellement, l'air va se déplacer des premières vers les secondes. Ce mouvement de l'air, c'est le vent. Il est d'autant plus violent et plus rapide que la différence de pression est importante et que la zone de transition est étendue. À l'échelle planétaire, on parle d'anticyclone pour les zones de haute pression et de dépression pour les zones de basse pression. La formation de ces zones peut s'expliquer par les variations de température. En vertu des lois sur les gaz parfaits, l'air chaud est soumis à une pression plus importante que l'air froid, à volume constant. La position et l'intensité des anticyclones et des dépressions sont les facteurs essentiels de la formation des vents. Aussi, les météorologues éditent en permanence des cartes qui indiquent, pour une zone géographique, comment se répartissent les pressions. Ces cartes sont composées de lignes dites isobariques qui relient les points où la pression est identique. Elles sont fournies avec les bulletins météo et le pilote, lorsqu'il prépare son vol, peut avoir une idée de l'environnement dans lequel il va évoluer. À noter, il existe également des grands courants aériens qui résultent de la rotation de la Terre sur elle-même. Ces courants, présents en altitude, forment des véritables tunnels où l'air peut atteindre de très grandes vitesses. Et pour la même raison, les vents sont déviés dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud et dans le sens inverse dans l'hémisphère nord. Les variations de la pression atmosphérique provoquent la formation des vents. Mais ce ne sont pas les seuls mouvements de l'air. L'atmosphère est également soumise à des mouvements verticaux qui sont dus, pour leur part, aux variations de température. La température en un point donné dépend de nombreux facteurs. La composition de l'air, la composition du sol, qui réfléchit plus ou moins la chaleur et peut parfois la générer, ou encore l'angle selon lequel le rayonnement solaire frappe la Terre. Ainsi, il fait plus chaud à midi que le matin ou le soir. L'air chaud est moins dense, moins lourd que l'air froid. Il a donc tendance à s'élever. Ce phénomène va créer des mouvements d'air verticaux appelés thermiques. C'est ce qui, associé au théorème d'Archimède, permet aux montgolfières de voler en chauffant l'air contenu dans une enveloppe. Comme la température de l'air en un point donné provient en partie du rayonnement de la Terre, elle dépend de la capacité du sol survolé à refléter la chaleur. Par exemple, une forêt reflète moins bien la chaleur qu'un champ de blé. Que va-t-il se passer lorsque Léo passera de l'une à l'autre? L'air au-dessus du champ est plus chaud. Il s'élève. Il entraîne alors l'avion de Léo avec lui et lui fait gagner de l'altitude. C'est un courant ascendant. Lorsque l'air chaud s'élève, il atteint des couches plus froides. Il se refroidit et donc se redensifie, et donc s'alourdit, et donc redescend. Mais il ne peut pas redescendre directement car l'air chaud en dessous cherche toujours à monter. Il est rejeté à l'extérieur de la colonne d'air chaud. Nous avons alors une colonne d'air chaud qui s'élève, entourée d'air froid qui redescend.